Bonjour, moi je suis Giuseppe. Je suis désolé pour mon français, mais ça va aller. Du coup, la douleur préparatoire in pédiatrie, est-ce que la lidocaïne est en place? Je suis encadré pour le docteur Pierre-Antoine Noël, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Douleur et prise en charge. Vous savez déjà qu'on on a donné une très importante prise en charge à la douleur. La douleur est une expérience sensorielle émotionnelle désagréable et on a une atteinte tissulaire réelle au potentiel qui vient décrite par la patient. C'est très important. À côté, vous pouvez voir ici l'échelle de l'OMS, qui c'est l'échelle de la douleur. On voit qu'on a trois différents niveaux. On a les mild pain, les moderate pain et les severe pain. Et on voit qu'on prend en charge la douleur rationnellement en augmentant progressivement les doses des opioïdes et en faisant des autres petites choses comme les anti-inflammatoires non stéroïdés, les opioïdes mineurs, la morphine et fentanyl. Mais aussi, je voulais vous dire qu'il a de plus en plus une importance sur les agents aliments qu'on va utiliser. Avec les enfants, on a du mal à varier la douleur. On utilise les échelles qui sont très bien connues pour les pédiatriciens et pour les infirmières de l'SSP. On utilise la flax scale, les vendoles et la scale analogique visuelle. Il faut dire qu'avec les enfants, ce n'est pas seulement les douleurs de l'enfant qu'on a à prendre en charge, mais c'est toujours l'anxiété des parents, le fait qu'on a une maladie grave à prendre en charge et qu'on a un impact sur toute la famille, que c'est très très important. On a même besoin d'une prise en charge optimale. Du coup, les opioïdes sont toujours considérés la première niveau pour cette prise en charge de la douleur, mais est-ce qu'on a d'autres choses qu'on peut faire? Parce qu'on a des effets indésirables des opioïdes, qui sont beaucoup. On a de la sédation, de la réduction de la toux, on a une dépression respiratoire, on a un iléus, on a la nausée et vomissement post-opératoire et la rétention urinaire. Et tout ça nous gêne. Nous gêne les patients et gêne aussi les chirurgiens. C'est pas bien d'avoir tout ça après notre chirurgie parce que nous ne faisons pas trop bien notre boulot. Et du coup, on a plusieurs questions. Est-ce qu'on peut réduire la consommation des opioïdes? Est-ce que nous utilisons toutes les techniques qu'on a à notre disposition ou pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une anesthésie opioïde-free au mieux. On peut essayer de faire une anesthésie opioïde-free. On peut essayer plusieurs techniques, l'anesthésie locale régionale. Et on peut commencer à utiliser les adjuvants qui vont prendre de plus en plus la place des opioïdes. Parce qu'on a des antagonistes N-méthyldiaspartate, qui est aminolidocaïne, les agonistes alpha-2, la clonidine, la dexméthorphanidine, et les anti-inflammatoires non stéroïdiens et la dexaméthasone. Du coup, la lidocaïne. La lidocaïne, c'est un médicament très vieux. Il a été synthétisé en 1942. C'est un acide local aminoamide et un antiarythmique à propriétés analgésiques et antihyperalgésiques et plusieurs effets anti-inflammatoires. On a des petites données sur la restauration de la fonction intestinale post-opératoire et on a des mécanismes qui sont toujours multifactoriels. Ici, on peut voir les possibles explications de son fonctionnement, le fonctionnement de la lidocaïne. C'est principalement l'inhibition des canaux de sodium, potassium et calcium. Et on a les récepteurs NMDA aussi qui sont concernés pour cette chose-là. On peut voir la molécule d'anesthétique locaux qui est en dehors de la cellule, elle est anionisée et après ça passe pour diffusion. Quand ça passe pour diffusion, on va bloquer la subunité alpha des canaux de sodium et on va avoir son petit effet. À niveau antiarythmique, on a un effet direct sur la phase 4 de la sensibilité à la potentiel d'action. Et il faut dire que tous les membranes qu'on peut exciter, on peut même les partiellement sensibiliser avec la lidocaïne. Ici, juste un petit rappel à ce que fait la lidocaïne. La lidocaïne s'abasse progressivement et réversiblement
les taux de décharge des potentiels d'action sur les neurones de la corne postérieure. Ce sont les neurones qui ont une très grande importance dans la prise en charge de la douleur. La différence avec la bupivacaine, par exemple, que c'est beaucoup moins, c'est plus efficace et c'est moins réversible. Ça nous gêne un petit peu quand on parle de douleur. Du coup, on a des autres mécanismes d'action. On a les blocs enzymatiques ici, vous pouvez voir le numéro 3. Et on a des petites dépressions de la chaîne mitochondriale. Et ça nous gêne pour la toxicité mitochondriale et cellulaire. Après, on peut stimuler aussi les récepteurs opioïdes et spécialement les fibres C parce qu'ils sont les plus petits et ils ne sont pas bien utilisés. Et ça signifie qu'on a besoin de moins de concentration de lidocaïne pour les stimuler. Dans la douleur neuropathique acute, ça supprime l'activité ectopique et c'est important de dire que la lidocaïne, c'est très bien géré à niveau de concentration parce que ça commence à inhibir la conduction nerveuse déjà en dose qui est pas trop 40 fois inférieure à quelle est normalement requise pour l'anesthésie. On a des propriétés anti-inflammatoires, on a une inhibition de la libération de leucotriene MD4 et de l'interleukine 1 et ça inhibe l'adhésion, l'activation et la migration des leucocytes. C'est très important parce que beaucoup de la douleur qui est de douleur chronique, c'est une douleur inflammatoire et on va prendre en charge aussi cette douleur-là. Du coup, les petites données qu'on a sur les effets sur les muscles lisses intestinaux circulaires et longitudinaux de l'intestin, est-ce que ça semble que ça aide un petit peu la musculature à se reprendre plus vite. Après, on a la pharmacologie. On a que la lidocaïne est métabolisée en MEGX et GX et ils sont plutôt métabolisés pour le foie. Le GX est métabolisé et décrété pour le rein. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ces choses-là? Il faut retenir qu'une perfusion continue prend de 4 à 8 heures sans bolus et que le taux d'extraction hépatique est élevé et son métabolisme dépend non seulement de la capacité hépatique, mais surtout du flux sanguin. Ça signifie les débits cardiaques. Après, à l'arrêt de la perfusion, on peut voir ici que le taux plasmatique ça diminue très rapidement et qu'après 3 jours de perfusion continue, il n'y a pas d'inflammation. Ça, c'est très bien. Après, il faut juste dire que le niveau plasmatique de lidocaïne libre est influencé bien sûr pour la dose et la vitesse, mais aussi pour l'état acido-basique, l'hypercapnie et les taux de protéines plasmatiques. Si vous vous rappelez, la déionisation de l'anesthésique locaux, c'est comme ça marche pour faire entrer l'anesthésique locaux dans les cellules. Après, on a un petit point sur la toxicité de la lidocaïne et on voit qu'on a un index thérapeutique qui n'est pas très grand parce qu'on a un niveau plasmatique toxique qui est au-dessous de 5 microgrammes par ml et le niveau de plasmatique thérapeutique c'est entre 2,5 et 3,5. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est qu'on commence avec des effets qu'on connaît bien, qui sont des effets sur les systèmes nerveux centraux. Et après, on arrive à des effets cardiovasculaires. Mais la dose, ça double et ça double encore. Ça signifie qu'on a des petits effets en dose faible et après, on va commencer à avoir des grands effets jusqu'à l'arrêt cardiaque avec une dose de 24 micromol par ml. Et ces effets aussi sont potentialisés pour toutes les choses que nous avons déjà dit, l'hypercapnie, l'hypoxie, et tout ça va aggraver la dépression myocardique. Après, on a des études qui montrent que la lidocaïne nécessaire pour l'analgésie dans les périodes péropératoires est de 1 à 2 mg kg en bolus initial, plus une perfusion continue de 0,5 à 3 mg kg/h. Il faut dire aussi que pour avoir un effet qui est optimal, ça semble que les périodes péropératoires soient les plus importants et qu'il faut surveiller après si on entend continuer la perfusion de lidocaïne après la chirurgie. Pour les enfants, ça change quelque chose. On commence autrefois par la pharmacologie. Ça, c'est une étude très ancienne, 1986,
mais on va voir qu'on a fait des échantillons matériels et ils ont séparé et analysé les taux de lidocaïne plasmatique à tous ces minutages-là, 0, 5, 10, 14. Et après, on va voir que la métabolisation de la lidocaïne, c'est pareil, après 6 mois de vie, chez l'adulte et chez l'enfant. Et ça, c'est probablement parce que les foies de l'enfant, c'est pas bien développé avant les 6 mois, mais après les 6 mois, ça commence à être bien développé. Et on peut donc tolérer le même taux plasmatique de lidocaïne qu'un adulte. Du coup, qu'est-ce que nous savons sur la lidocaïne chez l'enfant? Chez l'enfant, ça a déjà été utilisé comme adjuvant analgésique et semble être bien toléré. Et en faisant part d'une analgésie toujours multimodale. On repart de l'échelle de l'OMS sur la prise en charge de la douleur, opioïdes, anesthésie locale régionale, adjuvant et aussi la lidocaïne. Il y a des preuves qui sont de faible qualité et que ça peut réduire la consommation des opioïdes. Du coup, on commence avec une petite étude. C'est une petite étude sur la lidocaïne infusion continue pour la laparoscopie et l'appendicectomie avec des enfants qui sont de 12 ans d'âge moyen, plus ou moins. Et ils font un bolus plus un débit continu en péropératoire. Ils vont avaler les tasses de milligrammes d'albufine, le fentanyl, le sevofran et tous ces autres paramètres-là. Et on va voir qu'il n'y a pas de différence dans la consommation d'albufine péropératoire, mais on ne consomme pas assez de fentanyl. Il y a aucune différence à niveau de sevofran, mais on voit qu'on a un petit délai entre la première requête d'analgésique de secours dans le groupe qui a reçu la lidocaïne et on n'a pas reçu des données sur l'anaphylaxie, la toxicité systémique et troubles de la circulation. Après, on commence à élargir la chirurgie. On parle d'une chirurgie qui est plus grande, c'est une chirurgie majeure. On a 80 patients qui sont ASA 1, 2 et 3 et ils sont entre 1 et 6 années. Ils commencent avec un plan d'analgésie et anesthésie multimodale. À H-20 minutes, ils commencent avec une infusion de lidocaïne. L'infusion de lidocaïne, ça commence avant de la chirurgie. Ils font aussi une prémédication avec midazolam et morphine. Et après, ils font un AG standard. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que la durée de séjour à l'hôpital et le retour de la fonction intestinale a une petite variation. Et on va avaler le cortisol plasmatique. Toujours. Qu'est-ce qui est important à voir? C'est important à voir que le type de la chirurgie, ça nous porte à avoir une allergie toujours multimodale, avec la morphine, avec du kétoprophène, avec de la lidocaïne, avec du paracétamol, avec même du fentanyl in patient-controlled nurse analgesia. Ça nous intéresse parce que c'est la chirurgie abdominale majeure qui est la plus indiquée pour les effets de la lidocaïne. On va voir que la consommation péropératoire de fentanyl était plus faible dans le groupe de lidocaïne et la durée d'hospitalisation a été significativement plus courte. Ça, c'est le petit effet sur la fonction intestinale de la lidocaïne. Et ça semble que ça mobilise plus précocement l'intestin et ça, c'est un des majeurs problèmes quand on parle de chirurgie abdominale et quand on parle avec les temps de décharge des patients de la chirurgie abdominale de l'hôpital. Après, on voit en gauche qu'on a le taux de lidocaïne plasmatique qui est toujours au-dessous de le 5 gamma pour ml de niveau plasmatique. Du coup, on est dans un intervalle de sécurité. Et à droite, on voit que c'est significatif. On a, dans le groupe avec la lidocaïne, une basse de concentration des hormones de cortisol. Ça signifie qu'on a, après le commence de l'infusion de lidocaïne, on a moins de stress et péropératoire. Ici, on parle d'une autre chirurgie, une chirurgie majeure, une chirurgie sur la colonne, et on parle de une chirurgie avec des enfants qui sont plus grands, ils ont 13 ans d'âge moyen, et on va avaler les besoins post-opératoires de morphine pendant 48 heures. Avec comme un critère de jugement secondaire, on a les douleurs post-opératoires
et on évalue aussi quand on peut commencer la nutrition interne. Ici, on a le protocole d'anesthésie. Je vous le montre parce que c'est toujours une analgésie et une anesthésie multimodale. On a le gabapentin même 4 heures avant. On a la dexaméthasone, le paracétamol, la lidocaïne, bolus plus débit continu. Et les débits continus, ça continue jusqu'à 6 heures après l'intervention chirurgicale. Après, on a un AG standard avec du fentanyl et la morphine commence à la fin. Du coup, on a aussi un patient control analgesia avec des bolus, un débit continu, les gabapentin et aussi des paracétamol et méthanisol qui vont continuer. Je vous montre tout ça parce que c'est très important de faire une analgésie qui soit bien gérée sur tous les endroits pharmacologiques qu'on peut utiliser. Ici, on peut voir les résultats sur la morphine et la douleur. On a une consommation cumulative de morphine qui est plus faible et on a un 30% de réduction de consommation de morphine à 48 heures et une réduction de période de jeûne. Et on commence avec une consommation qui est plus faible pendant la première 24 heures post-opératoire, mais pas pendant la deuxième journée post-opératoire. Ça signifie qu'on a un effet de la lidocaïne que ça persiste pendant toute la première journée de post-opératoire et après, ça calme. Ici, on a les résultats sur la douleur, à repos et faisant la tousse, et on voit que jusqu'à 9 heures en post-opératoire, c'est toujours significatif. On a une base de la douleur pour la chirurgie de rachis avec des enfants de 13 années. Un petit résultat sur la nausée. On a les scores de nausée qui sont plus bas dans le groupe de la lidocaïne en confrontant avec le groupe de contrôle. Ici, je vous montre une fois la concentration plasmatique de lidocaïne qui a été toujours démontrée être entre 2 et 3 microgrammes par ml. Et en particulier, quand on a une base de cette concentration-là, on commence à avoir plus de douleur. Et les résultats entre les deux groupes, le groupe contrôle et le groupe lidocaïne, ça commence à être plus confrontant. Ici, on a presque les mêmes études faites pour le même centre et on fait plus ou moins les mêmes choses. Mais on va évaluer les médiateurs de la douleur. On a évalué 7 médiateurs-là, qui sont les facteurs de croissance neuronale, les High Mobility Group Box 1, les interleukine 1 et les protéines FOS. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On peut dire que dans les premières, le deuxième et le troisième graphe, on voit qu'il y a une base de concentration de ces médiateurs inflammatoires qui sont toujours corrélés. On ne sait pas trop bien encore comment ils sont corrélés, mais nous savons qu'ils sont corrélés avec la douleur. Et le quatrième, c'est pas significatif. Après, on a dans la même étude une consommation péropératoire de fentanyl qui était comparable, mais en post-opératoire, on a un consommateur plus faible de morphine. Ici, une petite étude sur les sevoflurane et la lidocaïne. On a que la consommation de sevoflurane pour maintenir un bis entre 40 et 60, ça va baisser. On est toujours dans le même type de chirurgie, on est dans la chirurgie de la colonne. Et on voit que c'est très significatif qu'on peut baisser l'intidal de sevoflurane qu'on utilise pendant la chirurgie. Du coup, on a la concentration de lidocaïne qui est toujours plus bas que 5 milligrammes par ml à chaque point de la mesure. Après, une dernière étude on a une étude sur la lidocaïne dans une petite chirurgie, autrefois, c'est la tonsillectomie élective. Et on fait la lidocaïne en préopératoire, mais on ne la continue pas en post-opératoire. On fait le paracétamol, l'ondansetron, le cropéridol. Et on va avaler les petits épisodes de vomissement en 24 heures. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la concentration de lidocaïne plasmatique était toujours au-dessous de 100 et on n'a eu pas de sang de l'as. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la lidocaïne, c'est une alternative pour la prévention des vomissements post-opératoires en cette chirurgie avec les enfants. Du coup, on va conclure et on va dire qu'est-ce qu'on a en faveur et qu'est-ce qu'on a en contre de la lidocaïne. À faveur, on a qui est bien toléré, qui peut être intégré pour cette anesthésie multimodale. C'est très simple à réaliser. On fait une seringue de lidocaïne, on la passe à la seringue électrique et ça marche seul.
On a une amélioration de la douleur post-opératoire dans la chirurgie majeure abdominale et du rachis. On a une réduction de l'utilisation des opioïdes. On a une économie de sérum et une amélioration de la fonction gastro-intestinale et une atténuation de la réponse au stress. Un possible, mais c'est à varier, effet sur la nasoconstitution post-opératoire. Et contre, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on a peu d'études et que la plupart des études sont réalisées pour un seul centre, que c'est Ilona Bacco et l'hôpital en Pologne. Et on a peu d'études sur la chirurgie abdominale majeure, que nous savons que chez l'adulte, c'est la plus indiquée pour la lidocaïne, et qu'il faut se rappeler de la pharmacologie. On a un problème avec les patients qui souffrent des foies et qui ont un problème rénal. Et ça, pour Bicêtre, c'est un problème pour les enfants parce que c'est un centre de pathologie, ça ne marche pas trop bien. Et il faut dire qu'il est difficile d'évaluer les signes neurologiques précoces chez l'enfant parce que l'adulte, ça va nous aider, l'enfant, avant de la chirurgie, quand on commence le débit continu, et après la chirurgie, quand il est réveillé, mais on continue le débit continu, ça va être difficile à parler avec lui et à faire une précoce évaluation des symptômes de l'asthme. Après, on a que les bénéfices sur la fonction intestinale ne sont pas encore très clairs et que si la perfusion est continue et en post-opératoire, il faut une surveillance continue. En conclusion, ici on a un petit review et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que toujours on a peu de données, mais dans le cas d'une analgésie régionale en RSA n'est pas possible, l'utilisation de la lidocaïne intraveineuse péropératoire chez l'enfant pédiatrique subissant une chirurgie abdominale ouverte ou une chirurgie de la colonne vertébrale semble être raisonnable. On peut dire que le protocole habituel, ça consiste de 1,5 mg de lidocaïne à l'induction, plus un débit continu de 1 mg kg/h pendant le période post-péropératoire chez les enfants de plus de 2 années. On a l'étude qui nous a dit qu'après 6 mois, c'est bien, mais la review, ça reste plus étroit, un petit peu l'endroit thérapeutique, et ça parle de 2 années. Et que la perfusion péropératoire, c'est la plus efficace. On peut dire aussi qu'on a des petits problèmes secondaires, des petites toxicités, mais ils sont le plus souvent légers et ça ne change rien parce qu'on peut arrêter la perfusion de lidocaïne et on est bien loin de la toxicité cardiologique qui nous fait peur. Ici, je pose toute la bibliographie.